December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles, désolé. C'est Alex, j'ai pas beaucoup de voix, mais on est dur pour enregistrer parce que là, on va manquer d'épisodes. Exact. Et je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Philippe, en direct de la Belgique. Yes. Comment ça va? Ça va. C'est le soir, va peut-être tomber en direct. Ouais, hein? Il est bientôt 18h ici. Yes, c'est ça, nous. Il arrive bientôt midi. Fait que, on est réunis aujourd'hui, Philippe, pour une nouvelle balade meurtrière. Yes. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Donc le concept, vous connaissez maintenant peut-être, c'est on part du principe que les chansons racontent souvent des histoires et que parfois ce sont des histoires de true crime. Donc on raconte en fait les histoires qui se cachent derrière certaines chansons. Et aujourd'hui j'ai pris une chanson avec des paroles un peu cryptiques. Donc il n'y a pas grand-chose dans les paroles qui vont permettre de soutenir le récit. Par contre c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Alors, la balade que j'ai choisie aujourd'hui, c'est un morceau qui s'appelle Death Valley 69 d'un groupe qui s'appelle Sonic Youth. Yes. Alors, moi, je pensais que Sonic Youth était un groupe qui était hyper connu parce que ça a vraiment fait partie de ma culture. Et puis, comme souvent, je me suis intéressé un peu aux chiffres de vente. Et là, j'ai vu la réalité et je me suis rendu compte que ce n'était pas un groupe si connu que ça. Mais c'est quand même un groupe assez influent. Déjà, c'est un groupe qui n'existe plus. Donc, c'est un groupe, on va le considérer plutôt comme un groupe de rock, un noise rock, un peu peut-être précurseur du grunge, qui a été dissous en 2011. Donc, c'est un groupe de vieux, en fait. Ça va faire 13 ans bientôt. Là. Exactement. C'est un groupe qui a été fondé en 1981 et qui a mélanger ce qu'on appelle du no wave. C'est le style qui a suivi un peu la new wave ou précédé la new wave. On est un peu entre le punk et l'explosion de la new wave à ce moment-là. Le noise rock, il y a quand même des éléments un peu de musique expérimentale. Et puis il y a du punk dans Sonic Youth, surtout sur scène. C'était un groupe avec un peu de colère comme ça. Une bonne énergie. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si tu les as déjà vus en live, mais t'es trop jeune. Mais 2011, j'aurais pu les voir. Oui, c'est ça, exactement. Mais ils ont une influence qui est peut-être plus importante que ce que montrent leurs ventes, parce qu'ils ont quand même pas mal influencé les groupes rock du début des années 90, début des années 2000. Voilà, c'est un groupe qui plaît aux autres musiciens, en tout cas. Mais souvent, ça arrive souvent avec les groupes qui amènent des nouvelles choses. Ouais. C'est pas les groupes les plus populaires, mais les musiciens savent ce qui se passe un peu dans la scène. Fait qu'ils restent à l'affût des nouveaux talents. Puis... Dans un prochain épisode, je parlerai d'une chanson de Tom Waits, par exemple. Et ça, c'est vraiment typiquement ce cas de figure-là. C'est quelqu'un qui est là depuis 40 ans. Tom Waits, il a vendu 5 millions d'albums. C'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Pour 40 ans, ouais. Oui, c'est ça, pour 40 ans. Ici, Sonic Youth, c'est loin de ça. On n'est même pas, je pense qu'on est peut-être à 600 000 albums vendus sur l'ensemble de leur carrière. Okay. Mais avec, tout ça se focalise sur deux albums. Et donc, la chanson dont je vais parler aujourd'hui, elle s'appelle Death Valley 69 et elle est sortie en 1984. Parfait. Et donc, elle est apparue après sur un autre album qui s'appelle Bad Moon Rising. Et ce sera souvent le cas aussi dans les balades meurtrières, c'est un album qui est un peu un concept album qui explore le côté sombre des USA. Okay. Et on va vraiment rentrer dans le très très sombre. Pas pire histoire, celle-là. Oui, c'est ça. C'est une histoire assez marquante, tragique, voilà, qui est très connue aussi. Donc on va évoquer vraiment une affaire très très connue. Et ça, c'est à la fois une histoire qui concerne le crime, mais c'est aussi une histoire qui concerne l'histoire de la contre-culture aux États-Unis, qui a pris un coup dans la gueule ce jour-là.
Alors, sur la chanson, il y a un featuring d'une chanteuse underground qui est vraiment intéressante, qui s'appelle Lydia Lunch. Voilà, ça vaut la peine d'aller explorer aussi ce que fait Lydia Lunch. On est là encore plus dans des trucs punk expérimental, mais OK. franchement, c'est très, très intéressant. Et donc, les premiers mots de la chanson, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est Coming Down, Sadie, I Love It. Now, 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 Death Valley 69. Donc, c'est un peu difficile à traduire. Ce qui est important, c'est le personnage, c'est Sadie. Mhm. Et Sadie, c'est Suzanne Atkins. Et on l'appelle Sadie parce qu'elle a été nommée Sadie Mae Glutz par un personnage que tout le monde connaît qui s'appelle Charles Manson. Yes. Et c'est une des protagonistes les plus zélées de Manson, notamment pour les fameux meurtres, enfin les massacres même de Tate LaBianca. Je pense que t'as choisi le bon mot, zélé. Oui, c'est ça, vraiment, vraiment. Ou radicalisé, parce qu'on est, Ouais, on est un aussi. peu dans ces logiques-là. Puis on parlera de la consommation de drogue, c'est assez frappant aussi dans ces affaires-là. Alors, c'est qui Suzanne? Ben, c'est Suzanne Dennis Atkins. Elle est née le 7 mai 1948 à San Gabriel, c'est en Californie. Ses parents sont des alcooliques. Elle est victime d'inceste, mais on ne sait pas très bien de qui. Voilà, mais il y a en tout cas Il y a eu de un, l'inceste quelque part. oui, il y a eu de l'inceste. Voilà, c'est une famille extrêmement toxique. La mère de Suzanne meurt d'un cancer quand Suzanne a 15 ans. Son père emmène sa famille dans un autre endroit de Californie, mais en fait, il abandonne ses enfants pour le boulot. Je ne sais pas où il part, mais bref, ils se retrouvent entre adolescents un peu livrés à eux-mêmes. OK. Et donc, à partir de là, elle se débrouille un peu comme elle peut. Elle s'installe à San Francisco, et là, elle n'a pas que des bonnes fréquentations. Mais Et souvent, quand t'es laissé jeune, ben oui, c'est tout ça. seul, le monde qui vient de te voir le plus rapidement, c'est pas souvent les meilleurs. Exactement. Et puis bon, voilà, c'est le début des années 60 à San Francisco. La violence commence à augmenter aussi dans cette partie-là des États-Unis. Puis il y a le mouvement hippie qui commence aussi. Ah, pas encore, mais ça arrive, ça Ouais, arrive. Ouais. ça qui s'en vient avec Ouais. le côté tout le monde essaie de faire confiance à tout le monde. Mais... Oui, c'est ça. Voilà. Il y a en tout cas une jeunesse qui a envie de casser un peu les codes. Et elle est impliquée quasiment tout de suite, dans son adolescence, dans une sorte de vol à main armée en compagnie de 2 hommes. Et donc, elle sera arrêtée et elle fera 3 mois de prison. OK. Quand elle sort, là, c'est vraiment le début de la marginalisation. Et voilà, ça évolue jusqu'en 1967. Et là, on va commencer à parler du mouvement hippie. Et là, elle devient stripteaseuse et occasionnellement, elle vend de la drogue. Donc, c'est mal parti pour elle. C'est Et le elle bon a dit- chemin. Le bon Oui, c'est chemin ça, voilà. pour prendre des bonnes décisions. Exactement. Donc là, elle a 19 ans. Et c'est cette année-là qu'elle va rencontrer Charles Manson. Alors, comment ça se passe? Elle est dans une maison, elle est avec 2 amis qui sont des dealers. Et c'est une maison où il y a beaucoup de passages, forcément, parce qu'on y vend beaucoup de drogue. Manson entre et il a sa guitare. Et puis, il s'installe, il prend sa guitare et il commence à chanter une chanson qui s'appelle The Shadow of Your Smile. Et c'est une chanson très romantique. Voilà, je vous recommande de l'écouter, qui n'est pas du tout une balade meurtrière, qui a été popularisée par un film qui est sorti en 1965 qui s'appelle The Sandpiper. Le titre français, c'est Le Chevalier des Sables. OK. C'est un film avec un grand duo, vraiment un duo mythique du cinéma, c'est Richard Burton et Liz Taylor. Et en fait, c'est un film aussi assez annonciateur de ce qui va arriver aux États-Unis. C'est un film vraiment dans l'esprit qu'on appelle beatnik, qui est un peu ce mouvement contre-culturel qui a précédé le mouvement hippie. C'est un film de Vincente Minnelli. Enfin, il y a beaucoup de qualité cinématographique. Alors, c'est très daté, mais c'est quand même c'est un film intéressant. Tu nous Et partageras donc, voilà. ça sur notre Discord. Oui, 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 avec plaisir. Alors, pas facile à trouver, mais je le partagerai. Ouais. Ouais. Et donc, Suzanne, elle voit ce jeune barbu qui chante, elle est séduite immédiatement. Et à la fin de la chanson, elle va parler à Charles Manson. Elle lui dit qu'elle a adoré sa musique. Ils ont une conversation. Et puis, très vite, la conversation se termine au lit. Donc, quelques minutes, quelques heures après avoir Le rencontré charmant Manson. Charles. Exactement. Elle est tombée dans ses crocs.
Et elle devient une des premières adeptes de Manson avec une autre adepte très radicalisée aussi qui s'appelle Lynette Fromm. Alors Lynette Fromm, on a fait un épisode du scénario du pire sur elle et c'est une des seules adeptes de Manson qui ne l'a jamais renié. Elle est restée fidèle à Manson. Lui, jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Même après la mort de Manson. Donc il y a Lynette Fromm, il y a une autre femme qui s'appelle Patricia Krenwinkel. Alors, Krenwinkel, c'est une des plus connues parce qu'elle a été jugée en même temps que Atkins Manson et une autre adepte qui s'appelle Leslie Van Houten, mais ça, c'était les 4 qui avaient été jugés à ce moment-là. Et puis, il y a la première adepte de Manson qui est avec elle, qui s'appelle Marie Brunner. Voilà, ça, c'est la petite bande au départ. Et Manson, c'est un maître en manipulation. Il utilise beaucoup de techniques parce qu'en fait, quand il était en prison, il lisait des livres sur la manipulation. Donc, il faut faire attention à ce qu'on trouve dans les bibliothèques de prison. Hein? c'est bon de mettre ça à disposition des prisonniers. Là. Donc, si tu vois un prisonnier comme Manson qui lit des livres sur la scientologie et sur Dale Carnegie, qui est un écrivain qui parle d'influence, voilà, tu peux déjà te dire, il y a peut-être une idée derrière la tête. Voilà. Il y a de quoi qui se prépare ici. Voilà. Et donc, il va développer plein de techniques pour manipuler au point de modifier la personnalité de ses adeptes. Donc, il va vraiment créer presque des êtres nouveaux quand il va accueillir quelqu'un dans sa secte. Et il leur donne beaucoup de drogue. Par exemple, plus tard, on apprendra que Susan Atkins a pris au moins, sur les 2 ans, 300 prises d'acide, sans compter toutes les autres drogues qu'elle aura expérimentées dans la période Manson. Donc, son cerveau est toujours dans un état second pendant cette période-là. Il prend aussi le contrôle du corps de ses adeptes et de leur sexualité. Donc, il va vraiment dicter la sexualité. C'est lui qui dit qui couche avec qui. Quelque chose qu'on retrouve souvent aussi dans les sectes. Dans les sectes. Tout est correct au début, puis à un moment donné, là, les femmes peuvent juste... Dieu me dit que les femmes pouvaient juste coucher avec moi. Voilà. Ou entre elles. En tout cas, tout est là pour c'est son plaisir à lui. C'est ça. Il est au centre de cette sexualité et il va aussi amener pas mal d'adeptes à se prostituer. Parce qu'il faut amener un peu d'argent. Amener de l'argent. Et voilà, c'est une fois que lui ne couche plus avec ses adeptes qui va les amener en fait à la prostitution. Et alors, les membres de la secte, on va appeler ça une secte, ça s'appelle la famille, mais c'est une secte, n'ont pas le droit de parler de leur passé. Et c'est pour ça que Manson aime bien changer leur nom. Par exemple, Lynette Fromm, elle est devenue Squeaky. Okay. Et Suzanne, c'est Sadie Mae Glutz. C'est une autre technique pour prendre... pour déshumaniser la personne. Puis... Voilà. C'est un être nouveau. C'est toujours ce truc de rompre les liens avec tout ce qui t'a construit. Et comme ça, le gourou, il te reconstruit, en fait. Et Manson et sa famille vont dans un ranch qui s'appelle le ranch Span, qu'on voit dans le dernier Tarantino. C'est le ranch qui est tenu par un George Span, qui est un vieux monsieur aveugle. C'est un ancien lieu de tournage de western. Et le groupe peut s'installer dans ce ranch. Un Span aime bien, en fait, Charles Manson. Et ils vont commencer à faire des petits travaux dans le ranch en échange de pouvoir loger dans toutes ces baraques qui sont abandonnées, en fait, sur ce grand territoire qui est très, très à l'écart de Los Angeles. Et Manson, lui, il se voit comme un messie. Et il va vraiment développer sa secte dans ce ranch. Et il développe un dogme, notamment sur l'interprétation d'un album des Beatles, où il pense que c'est une prophétie qui annonce une guerre raciale entre les Noirs et les Blancs. Selon la prophétie, Manson pense que les Noirs vont gagner cette guerre raciale, vont prendre le pouvoir, mais à un moment auront besoin d'un être supérieur pour gérer. Alors on ne sait pas très bien si c'est notre ami. Et ce sera Charles Manson qui à ce moment-là sortira du désert avec sa famille et prendra le contrôle du monde. Donc Helter Skelter, ça vient du White Album en fait, des Beatles. Et on ne sait pas très bien ce que veut dire Helter Skelter pour lui. Pour les Beatles, en fait, ça veut dire un truc style fête foraine, manège. Enfin, c'est vraiment un truc de jeu d'enfant, mais visiblement, ça a une autre signification en anglais américain. Et donc, ça a créé une forme de confusion. Et donc, il a basé, on va dire, sa
son dogme sur une erreur de traduction, ce qui est vraiment terrifiant en fait. Mais tu sais, ils sont super intelligents sur la manipulation, mais ils sont pas toujours des lumières. Une lumière. Non, 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 mais finalement, j'avais vu ça, c'est pour tout ce qui était brouteur, tu sais, les mails que tu reçois. En fait, c'est important que ce que tu vendes aux gens, ça soit vraiment très difficile à croire. Comme ça, tu ne vas recruter que des gens qui sont vraiment très, très, très susceptibles d'avaler les plus gros mensonges. Ah ouais, aussi. Et voilà. Et alors, Sadie, on va l'appeler Sadie maintenant, elle accouche d'un petit garçon. Alors, on ne sait pas qui est le papa. On peut supposer que c'est Charles Manson. Et alors, c'est Manson qui va le prénommer. Alors, je vais essayer de lire ça. Je vais lire ça lentement. Il s'appelle Zezozose Zatfrak Glutz. Tabarnak. Ouais. Pas facile pour réserver au restaurant. Non. Pas facile à apprendre à l'écrire non plus. Non, voilà. Donc, c'est écrit Zezozose Zadfrack Glutz. Ouais. Un beau défi verbal. Bien réussi. Et puis, voilà. Et puis arrive l'année 1969. Alors, 69, on appelle ça aussi l'année de la fin de l'innocence, parce que finalement, le mouvement hippie, il naît en 67, mais pour beaucoup de gens, il va mourir en 1969, notamment à cause de la tragédie qui va se passer là. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que cet idéal hippie, en fait, c'est une folie, c'est une utopie, et que derrière, il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant, qu'il y a beaucoup de drogue, qu'il y a beaucoup de manipulation, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est compatible avec la nature humaine. Alors, c'est quoi ce massacre Tête La Bianca? Ça se passe en août 1969, c'est la première semaine d'août 1969. Charles Manson envoie 3 de ses adeptes. Pardon, avant de parler de Tête La Bianca, je vais te parler de Gary Hinman. Et Gary Hinman, on en avait parlé quand on avait fait l'épisode sur Bobby Beausoleil, mais je vais quand même rappeler un petit peu ça, d'autant plus qu'on n'avait pas eu un super son, donc je vais pouvoir rappeler l'histoire de Gary Hinman. Donc c'est ça qui se passe, en août 69. Donc il y a Bobby Beausoleil, qui est un musicien, mais qui était un proche de Manson et qui va malheureusement mal tourner à cause de Charles Manson. Susan Atkins et Mary Brunner, donc la première adepte, qui se rendent chez un monsieur qui s'appelle Gary Hinman pour lui extorquer de l'argent parce que Manson pense que Gary Hinman est assis sur un gros paquet d'argent, ce qui est probablement pas le cas. Mais donc, il veut l'argent de Gary Hinman. Gary Hinman, c'est un musicien aussi, prof de musique, un type qui a l'air assez sympa. Il refuse de donner de l'argent, d'ailleurs, probablement qu'il n'y en a pas, et ça provoque une bagarre, et Manson vient lui-même chez Hinman, et il va l'attaquer à coups de sabre. Et il va il va le mutiler, il va lui couper, je pense qu'il lui coupe une oreille, en tout cas, il lui abîme très très fort la joue. Puis il laisse Atkins, Beausoleil et Brunner s'occuper de Hinman. Ils vont le torturer et finalement le tuer. Le 8 août 1969, c'est Bobby Beausoleil qui va poignarder Hinman à mort. Et puis avec le sang de Hinman, il va écrire sur les murs « Political Piggy », donc cochon politique. Parce que ça correspond à la prophétie de Manson. Ils veulent donner l'impression que c'est un crime racial. Oui, c'est ça, ou au moins des activistes, mais effectivement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et Sonic Youth, on va revenir à Sonic Youth, n'est pas le seul groupe à avoir parlé de Sadie. En fait, elle a beaucoup inspiré les musiciens parce qu'elle a un côté... Alors, il y a beaucoup d'hommes qui lui trouvent une forme de charme étrange, un peu comme on pourrait trouver du charme à Eva Green, donc un charme un peu sombre. D'ailleurs, on l'appelait Sexy Sadie. Il y a un groupe de Chicago, un groupe un peu, je veux dire, pop-punk, qui s'appelle Alkaline Trio, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui a un morceau qui s'appelle Sadie. Et donc, dans les paroles, je vais directement vers la version française. Donc, ils chantent dans leur couplet « Il représentait Dieu pour moi. C'était si beau que j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Je ferais n'importe quoi pour Dieu. Même le meurtre, si je croyais que c'était Dieu. Comment cela pourrait-il ne pas être bien ?»
ça, c'est vraiment l'état d'esprit de Sadie par rapport à Charles Manson. Elle considère que c'est une forme de figure messianique et donc, peu importe ce qu'on va lui demander de faire, ce que Dieu va lui demander de faire, elle le fera. Et donc, on en Il y a arrive. un contrôle total. Oui, la totale. C'est incroyable. Et ça va se prouver dans ce meurtre Tate LaBianca qui se passe donc la nuit du 8 au 9 août 69, donc le lendemain en fait de la mort de Hinman. Hein, donc tout ça va se Ça se passe vite. Ouais. Et donc ça se passe au 10 050 Cielo Drive, adresse devenue très célèbre à cause du massacre. Susan Atkins est avec un autre adepte de Manson qui s'appelle Tex Watson et ils vont prendre de la coke pour on va dire, se motiver. Être primé. Voilà. Et être, tu vois, probablement avoir. Faut pas manquer d'énergie quand on s'apprête à avoir une grosse nuit comme ça. Exactement. Ouais. Après, je pense qu'ils savent pas très bien ce qui les attendent, mais voilà, ils s'attendent qu'il faut qu'il y ait de l'énergie. Exactement. Donc, c'est Tex Watson qui va prendre le contrôle du commando et qui va emmener donc 4 autres Mansonites chez Sharon Tate. Donc, c'est Manson qui ne va jamais rentrer chez Sharon Tate, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten et Susan Atkins, plus Tex Watson. Et donc, ils vont commettre ce massacre absolument atroce. Donc, ils rentrent chez Sharon Tate. Donc, Sharon Tate, c'est une actrice de premier plan. À l'époque, c'est la femme de Roman Polanski. Et à l'époque, alors désolé pour ce détail, mais bon, c'est la réalité des choses, elle est enceinte de 8 mois et demi. Donc, elle est vraiment à quelques jours d'un accouchement. Roman Polanski, alors on pense ce qu'on veut de Roman Polanski, mais c'était avant, évidemment, ses ennuis judiciaires. Et ce soir-là, il n'est pas là, il est en train de tourner un film, je pense, en Europe. En tout cas, il est loin de chez lui. Et ce soir, chez Sharon Tate, il y a Jay Sebring, qui est en fait l'ex de Sharon Tate, qui est resté un ami. C'est vraiment le coiffeur des stars à l'époque. Il y a Abigail Folger, qui est une héritière, donc une millionnaire, héritière d'une marque de café. Il y a Wojciech Frykowski, qui est un ami de Polanski, donc aussi d'origine polonaise, et quelqu'un qui était en fait de passage, qui n'est pas vraiment invité à la fête, qui s'appelle Steven Parent, et qui, au moment où les Mansonites arrivent, lui est en train de quitter les lieux. Okay. Alors, Tex Watson va couper va couper les câbles du téléphone. Et personne n'appelle ici. Voilà. Il monte dans sa voiture, et dès qu'il rentre dans sa voiture, il est abattu par Tex Watson de 4 balles. Et de coups de couteau. Donc, aucune chance pour Steven Parent, c'est le premier qui va mourir ce soir-là. C'est Watson, Atkins et Krenwinkel qui rentrent dans la maison. Ils prennent en fait les gens en otage et ils vont rassembler les occupants dans le salon. Tex Watson annonce aux otages qu'il est le diable et qu'il va réaliser l'œuvre du diable ce soir-là. Donc là, on est vraiment... Ça fait un peu film d'horreur comme ça. Hein, et puis là, il y a un côté plus satanique qui embarque aussi. Là. Ah oui, c'est ça. Mais t'imagines, c'est comme un film. C'est vraiment... On imagine cette scène dans un film. D'ailleurs, il y a eu des films qui ne sont pas très réussis sur l'affaire Manson. Pas encore. Alors, ils vont attacher Sharon Tate et Jay Sebring ensemble. Et Sebring proteste. Il essaye de se défendre un petit peu. Et il est immédiatement abattu par Watson. Donc, Sebring est le deuxième à mourir. Frykowski essaye aussi de lutter contre Susan Atkins, qui est en train de l'attacher. Elle l'attache avec une serviette de bain. Donc, évidemment, imagine que tu dois faire un nœud avec une serviette de bain. C'est pas facile, donc c'est pas très efficace. Ma petite parenthèse, ma petite arrête pas de me demander avec ça, Doudou a dit que c'est une robe. Là. Alors, il fait comme une cape. Puis là, je l'attache. Ça se détache tout le temps. Ça se détache facilement. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, il y a une lutte. C'est trop épais. Oui, c'est ça. C'est trop gros. Et il y a donc Watson qui est obligé d'intervenir. Atkins prend un couteau, blesse Frykowski, mais
voilà, c'est Watson qui va l'achever. Et puis, c'est Patricia Krenwinkel, donc l'autre adepte de Manson, qui va poignarder Abigail Folger, l'héritière, et elle va prendre 28 coups de couteau. Donc à ce moment-là, il reste une seule personne vivante dans la maison, c'est Sharon Tate. Et elle parle à Suzanne, elle demande qu'on l'épargne et qu'on lui permette de donner naissance à son bébé, parce que le bébé, il est viable, quoi. Mais oui, il est là. Ouais. Mais Suzanne, elle ne ressent rien. Et voilà. Elle a été interviewée par rapport à ça et elle disait vraiment, je ne ressentais rien pour cette femme, donc elle n'a pas de faiblesse, elle ne sent pas de compassion. Et puis elle dit à Sharon Tate, femme, je n'ai aucune pitié pour toi. Et après, la suite, c'est un peu plus flou parce que là, il y a des témoignages contradictoires, il y a des changements de version aussi. Mais en gros, initialement, Atkins va dire que c'est elle qui a tué Sharon Tate et qu'elle a même bu son sang. Mais ça peut être du storytelling, ça peut être, voilà, c'est quelque chose qu'elle a dit dans ses premiers jours après l'arrestation, après elle a changé de version. Après, elle dira que, en fait, elle a tenu Sharon Tate pendant que Tex Watson l'assassine. Et donc, dans cette deuxième version, c'est Watson qui a tué tout le monde, voilà, sauf une personne qui avait été tuée par Krenwinkel. Et alors, le détail vraiment triste de cette mise à mort, parce qu'il y a une mise à mort de Sharon Tate qui va être vraiment lardée de coups de couteau. Donc, Atkins racontera qu'en fait, Sharon Tate a appelé sa mère jusqu'à son dernier souffle. Donc, vraiment, voilà, très, très triste. Et puis, avant de quitter les lieux, Atkins va prendre une serviette de bain. Je ne sais pas si c'est la même qui a servi à attacher, mais bref, elle prend une serviette de bain et elle écrit « Pig » sur les murs de la maison. Donc, toujours dans cette logique de faire croire qu'il y a peut-être quelque chose de politique. Voilà. Et puis, voilà, il y a la nuit du 10 au 11 août, donc on est 2 jours plus tard, les mêmes meurtriers, accompagné de Leslie Van Houten, qui n'était pas dans le premier, mais qui fait partie vraiment aussi des stars, on va dire, des Mansonites, parce que Leslie Van Houten était aussi très, très belle. Mm-hmm. Son visage a été retenu comme quelque chose d'assez iconique. Leslie Van Houten, elle sort de prison, en fait. Elle vient d'être libérée, et elle va, avec, de nouveau, sous la direction de Charles Manson, elle va chez un couple qui s'appelle Leno et Rosemary LaBianca. Et là, il y a de nouveau un massacre. Et donc, les deux sont ligotés, poignardés. En fait, c'est une histoire assez proche de ce qui s'est passé chez Sharon Tate. Et là aussi, ils vont écrire des mots sur les murs avec le sang. Ils vont écrire « Death to pigs », donc « mort aux cochons », et « Helter Skelter », mais avec une petite faute dans le « Helter Skelter ». Ils vont écrire « Hilter Skelter » aussi sur les murs de la maison. Mais... Je t'interromps 2 secondes, oui. Mais c'est quand même fou que Manson leur a fait croire que c'était eux qui allaient sauver ça. Mais ils sont en train de le créer pour pouvoir le sauver. Ah oui, tout à fait. Donc c'est vraiment... Il n'y a personne qui se rend compte de ça. Non. Et je pense qu'il y a tellement de drogue et tellement d'emprise mentale. Tu vois, c'est un peu comme... comment le Brian... Tu vois, le Jonestown Massacre. Le massacre de Jonestown, qui était un gourou américain qui avait créé une secte. Et il y a eu, en une journée, il y a eu plus de 900 morts. C'est fou de se dire que tu arrives à persuader presque 1000 personnes de mourir, quoi. Donc, la manipulation mentale, c'est fascinant, en fait. Alors là, Susan Atkins, elle n'est pas dans la maison. C'est elle qui surveille. Elle est dans la voiture, elle fait le guet. Mais évidemment, cette accumulation de tueries, ça crée une onde de choc aux États-Unis. Et en fait, l'enquête va être assez rapide parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Hein. Ce n'était pas forcément un crime qui était fait pour être maquillé. Donc évidemment, ils laissent beaucoup d'indices. Et quelques jours plus tard, ils vont être arrêtés. Et là, les États-Unis vont découvrir Charles Manson, qui était complètement inconnu. Et puis, il apparaît avec ses 3 jeunes filles. Donc, les 3 jeunes filles qu'on voit dans le procès, c'est Susan Atkins, Leslie Van Houten et Patricia Krenwinkel. Et alors, c'est vraiment frappant parce que d'abord, elles se sont fait un X sur le front avec un cutter. Elles sont super fraîches. Hein. Elles ont entre 21 et 23 ans. C'est vraiment presque des adolescentes. Elles chantent, elles sourient tout le temps. Elles ne manifestent aucune émotion par rapport aux victimes.
et elles perturbent le procès. C'est pas un procès avec une défense comme dans un procès. Elles sont là complètement en rupture avec la société. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment traumatiser les États-Unis de voir ces jeunes filles que tu imaginerais sur les Quasiment bandes. enjoué d'être là. Oui, c'est ça. Et dans un état complètement second et totalement en admiration devant Manson, quoi. C'est vraiment de la dévotion pure. Mhm. Et puis, donc, Atkins, elle va témoigner lors de ce procès. Elle va dire, j'étais seule avec cette femme. Elle m'a dit, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je lui ai dit de se taire. Je l'ai jetée sur le canapé. Elle m'a dit, s'il vous plaît, laissez-moi avoir mon bébé. Ensuite, Tex est arrivé et je lui ai dit, tue-la. Et je l'ai tuée. Je l'ai poignardée. Elle est tombée. Je l'ai poignardée à nouveau. Je ne sais pas combien de fois et je ne sais pas pourquoi. Donc, lors du procès, elle va confirmer que c'est bien elle qui est la meurtrière de Sharon Tate, quoi. Elle continue son témoignage. Elle dit, elle continuait de supplier et de plaider et de supplier encore. J'en ai eu marre d'écouter ça. Alors, je l'ai poignardée. Voilà. Et donc, ça va évidemment mener à une lourde condamnation en 1971. Charles Manson et plusieurs Excuse-moi membres. pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, donc en 1971, Yes. 71 pour ceux qui ne comprennent pas les Belges, Manson et plusieurs membres de sa famille sont condamnés à mort, mais il y a une sorte de petit loophole comme ça dans la loi californienne qui fait que ça va être transformé en prison à perpétuité. Après, là, il y aura une réinstauration de la peine de mort, mais ils vont vraiment passer entre les mailles du filet et donc ils sont tous, voilà, toutes les peines vont être commuées en prison à perpétuité. Alors, c'est vraiment au-delà du crime, c'est un tournant. C'est-à-dire que de nouveau, même dans la musique, entre 1967 et 1970, tu passes d'une musique hippie qui sent un peu la fleur à Kick Off the Jam, à une musique beaucoup plus brutale parce qu'il y a quelque chose qui s'est fracassé. Ouais. Voilà, c'est vraiment un idéal qui s'est fracassé. Et dans on va dire, cette prise de conscience, cette fin de l'innocence, Sadie, hein, qu'on va appeler Sexy Sadie, ça devient une icône. Vraiment une sorte d'icône du mal qui va vraiment fasciner et inspirer plusieurs groupes. Il y a pas mal de gens. C'est une histoire qui peut inspirer tellement de choses pour l'écriture de la musique, des poèmes, des livres, des films même. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas une série comme fictive un peu qui a vraiment découlé de cette histoire-là. Oui, parce qu'en plus, il y a tellement de personnages. Vraiment, je fais un peu de pub, mais écoutez notre épisode sur Lynette Fromm. Lynette Fromm, par exemple, c'est la première femme qui a fait une tentative d'assassinat sur un président des États-Unis. Elle était à 1 seconde de tuer un président des États-Unis. Et Bobby Beausoleil aussi, c'est une histoire complètement folle parce que c'est quelqu'un qui vient. Tout le monde pourrait avoir son histoire. Oui, c'est ça. Ils pourraient tous avoir leur épisode. Après, évidemment, le risque d'une série comme ça, ce serait de les rendre sympathiques. Parce qu'évidemment, ils ont tous un passé qui est parfois très douloureux. Quand tu prends Lynette Fromm, quand tu prends Susan Atkins, ce sont des femmes qui ont souffert dans leur enfance. Mais du coup, tu vois, on pourrait être tenté de leur trouver une sorte d'excuse, mais ça, elles ne méritent pas. C'est un peu comme dans la mini-série qu'ils ont faite de Waco. Oui. On peut s'attacher au personnage, mais on voit quand même tout ce qui est terrible derrière. T'sais. Exactement. Après, effectivement, la manipulation mentale, peut-être que des gens qu'on connaît, peut-être que nous-mêmes, on pourrait se faire manipuler mentalement si on était dans une fragilité extrême, si on était dans la drogue et tout ça. Mais voilà, en même temps, tu peux pas leur pardonner ce qu'ils ont fait. C'est pas possible. C'est ça. Et alors, il y a d'autres groupes qui ont été très inspirés par ça. Alors, le plus connu, c'est Ozzy Osbourne, qui a sorti un morceau qui s'appelle Bloodbath in Paradise. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans l'univers du métal qui ont chanté autour de soit pas très étonné. Non, c'est ça, exactement. D'ailleurs, je prépare quelques trucs groupe métal pour des épisodes suivants. Et son cerveau est tellement manipulé qu'il lui faut plusieurs années pour renier Charles Manson. Et il y en a qui le feront jamais, hein, comme Lynette Fromm. Alors Atkins, elle va passer un peu d'une dévotion à l'autre, elle va devenir hyper catholique. Un peu plus tard, elle va se promener avec une croix. Mais c'est marrant de la voir aussi évoluer parce que
Mais en Elle même temps, garde- c'est pas très loin. Tu sais, elle croyait Non, à c'est ça. Dieu. Tu sais, Exact. c'est comme. C'est vrai. C'est un peu un autre cycle, là, en bout de ligne. Là. C'est vrai. Et alors, c'est marrant parce que même si elle va renier Manson après quelques années, elle va jamais réussir à dire vraiment qu'elle regrette d'avoir tué Sharon Tate. Mm. Jusqu'au bout, elle est dans un truc un petit peu ambigu. Alors, elle va correspondre avec un homme qui s'appelle Donald Leisure et ils vont se marier en 1981. Et elle pense qu'elle se marie avec un millionnaire. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est un escroc qui a été marié 35 fois. Oh boy! Ouais. Donc, voilà, il divorce très très rapidement et elle se remarie avec un étudiant qui visiblement aime bien les cougars, hein, parce qu'on est quand même en 87, elle commence, je sais pas, elle doit avoir une quarantaine d'années presque. Et elle tombe amoureuse d'un étudiant qui devient d'abord son correspondant et puis ils vont se marier en prison. Et il va rester avec elle jusqu'à la fin. Elle va faire 12 demandes de libération conditionnelle, dont certaines, les audiences sont sur YouTube. Et elles seront évidemment toutes refusées. Refusé. Il y a systématiquement la famille de Sharon Tate qui est là. La maman de Sharon Tate va jusqu'à la mort participer aux audiences de tous les membres de la Manson Family. Et la sœur de Sharon Tate, pareil. Malheureusement, elle est décédée assez jeune, mais elle a aussi participé à toutes les audiences pour vraiment demander que les victimes soient respectées et que on ne libère personne de la Manson Family. Alors, petite parenthèse, il y a un mois, Leslie Van Houten a été libérée. Ah, C'est la seule et la première des massacres Tate LaBianca qui sortira libre de prison. Alors, elle n'a pas participé, elle n'était pas là chez Sharon Tate, mais elle était là chez les LaBianca. Et on ne sait pas quelle est l'activité de son rôle, mais elle était aussi complètement brainwashée par Manson, mais elle a été libérée. C'est une vieille dame aujourd'hui, mais donc c'est la seule à avoir été libérée. Alors, elle attrape un cancer du cerveau. On a envie de dire un peu bien fait pour elle. Elle se retrouve paralysée. On doit lui amputer. Souhaiter un cancer, c'est un peu souhaiter à mort. Non, non. Oui, c'est ça. Non, allez, c'est le karma, quoi. Je dis pas que c'était pas mérité dans ce cas-là. Là, non. Voilà. À cause de ça, on doit l'amputer en 2009. Donc, on l'ampute d'une jambe. Et elle meurt la même année de son cancer du cerveau en prison. Alors, elle fait une dernière demande pour mourir chez elle, chez son compagnon, chez son mari, mais on lui refuse ça. Donc, elle meurt en prison et son compagnon, qui s'appelle James, va juste pouvoir emmener les cendres de Sadie chez lui. Et voilà. Et on va terminer, non pas sur Sonic Youth, parce que de nouveau, Sonic Youth, c'est une chanson qui est vraiment intéressante musicalement, enfin, qui est très expérimentale, mais qui est très difficile à comprendre. C'est des paroles un peu incompréhensibles. Moi, j'aimais bien le Death Valley 69 parce que c'est vraiment ça, c'est la vallée de la mort en 1969. Hein. Ouais. Et que le titre était très très fort par rapport à l'épisode. Mais on va terminer par une citation de la chanson de Ozzy Osbourne. Je vais la traduire directement en français. Les rêves les plus doux sont tous dans ton esprit, mais personne ne se réveille quand Charlie s'invite dedans. Voilà. C'est vraiment ce personnage de... Ça fait un peu Freddy Krueger. Freddy, voilà, exactement. C'est vraiment Freddy Krueger, c'est-à-dire qu'une fois une fois qu'il est rentré dans ton rêve, watch out. Et voilà, c'était la balade meurtrière du jour, donc vraiment une histoire dramatique, mais en même temps voilà, emblématique de cette fin des années 60 aux États-Unis. Et on ira de l'autre côté des États-Unis, aussi à la fin des années 60, quand on se retrouve dans une quinzaine de jours, à mon avis. Yes, sir. Mais merci beaucoup, Philippe. Avec grand plaisir. C'était super le fun, super intéressant la façon de l'amener encore une fois. Je te laisse plugger tes réseaux sociaux où est-ce qu'on peut suivre puis encourager ton autre projet aussi. Alors oui, donc l'autre projet, c'est le Scénario du Pire. Un Scénario du Pire, c'est un podcast True Crime 100% belge, mais on ne raconte pas d'histoire belge, pas encore. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Voilà. On enregistre jeudi un nouvel épisode pour entamer la deuxième part, on va dire la fin de l'année. On va faire quelques épisodes de fin d'année. L'idée, c'est de raconter des histoires criminelles qui feraient des bons films. Alors, celle qu'on enregistre le jeudi,
C'est une histoire absolument incroyable. Voilà, je n'en dis pas plus, mais j'espère que vous serez nombreux à l'écouter. Et alors, on est surtout présent sur Instagram. Donc, le compte s'appelle Le Scénario du Pire. Et sinon, le podcast est partout. N'hésitez pas. La meilleure façon de nous encourager, c'est de nous laisser un petit rating 5 étoiles. Et j'encourage aussi à le faire du bruit à mes oreilles. Là. Mais c'est parce que tu sais que quand tu te prends parfois, tu as quelqu'un qui vient et qui te met une étoile. Ah, Et ça... il faut beaucoup, beaucoup de gens qui te laissent 5 étoiles pour te remonter par rapport à ça. Donc, c'est très cruel. Ouais, tu fais ça gratuitement. C'est et puis ça qui est arrivé, là. Voilà, exactement. Je me suis pris un petit raid hostile. Et donc, j'encourage aussi les gens, bien sûr, à mettre 5 étoiles, à du bruit à mes oreilles, parce que c'est très impactant pour les algorithmes. Donc, les algorithmes aiment bien les podcasts avec des bons reviews. Yes, yes, yes. Puis, c'est ça, pour du bruit à mes oreilles, c'est partout, dubruitamesoreilles.com. Il y a tous les liens directement sur notre site. On a le .ca aussi. Ça vous ramène sur le .com. Puis, c'est ça, Discord, si vous voulez jaser avec nous autres, il y a pas mal de monde actif là. Et sinon, pour nous encourager, on a notre Patreon aussi, que vous pouvez nous offrir un petit don en échange de récompenses, d'épisodes d'avance, puis des capsules aussi qui s'en viennent dans pas trop long. Il y a un truc aussi sur Amazon Prime, c'est quoi l'histoire? Sur Amazon Prime? Ah, tu sais pas, pour Twitch et Amazon Prime, non? Il n'y a pas un truc? Ah oui, excuse. T'as bien raison. Pour le live Twitch, vous pouvez aussi vous abonner. Prime, ça nous donne un 3$ environ. Puis vous autres, ça vous coûte rien. Ouais, exactement. Yes, merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Alex. Puis à la prochaine, tout le monde. À la prochaine pour une nouvelle balade meurtrière. Bye. Yes, sir.